Monsieur le Président, chers membres du jury, chers publics, collègues à l'opposition. Nous sommes aujourd'hui réunis pour discuter d'une question très importante, une question touchant les pipelines, des infrastructures touchant notre pays sur des enjeux fondamentaux économiques, environnementaux, sociaux. Je lirai donc la motion qui est un peu complexe, je vous l'accorderai, et pour poursuivre en définissant ces termes. Je vous démontrerai ensuite la structure de notre argumentation pour vous montrer pourquoi cette motion doit absolument être adoptée par notre gouvernement. Donc la motion va comme suit. Qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada suive la recommandation du Comité sénatorial permanent des transports et des communications et transfère à l'Office national de l'énergie le pouvoir de donner l'approbation finale à tous les projets de pipeline, tout en considérant les préoccupations environnementales et des Premières Nations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, le choix final par rapport au pipeline est dans les mains d'acteurs partisans. D'abord, le premier ministre, son ministre de l'économie, du transport, de l'énergie, par exemple, et des fonctionnaires qui leur répondent. On propose donc, selon la recommandation de ce comité sénatorial multipartisan, de remplacer cette décision, en fait, de donner la décision finale à l'Office national de l'énergie, avec qui aurait des experts pour prendre ces décisions, des experts sur le transport et la production pétrolière, sur les intérêts précis des différentes régions touchées par la production et le transport pétrolier, des experts, bien sûr, et des membres des Premières Nations, et des experts environnementaux. Ces experts seraient indépendants, bien évidemment, divers et nommés par le dit comité sénatorial. Banque centrale, Autorité des marchés financiers, Comité antitrust, CRTC. Le gouvernement compte déjà plusieurs organisations indépendantes qui doivent prendre des décisions concernant des enjeux importants touchant tous les Canadiens. Nous voulons simplement appliquer cette logique. Des organismes politiquement indépendants sont présents dans de nombreux domaines d'importance. Et par leur expertise et par le fait qu'ils peuvent faire réflexion dans une atmosphère non partisane, ils peuvent mieux servir les Canadiens. Nous voulons donc étendre cette logique aux décisions portant sur des infrastructures sur lesquelles dépendent notre économie, notre emploi, la force de notre dollar, le bien-être de nos Premières Nations. Mon premier argument touchera l'indépendance, la non-indépendance des députés, en fait, et la meilleure indépendance de ce comité. Pour plusieurs raisons, la première électorale, les députés ne sont pas très indépendants. Ils doivent répondre à leurs électeurs. Et donc, il est par exemple très difficile pour un député albertain de s'opposer à un projet de pipeline, puisque certains emplois en dépendent dans sa province, même si globalement ce projet peut être néfaste pour le pays. Les députés manquent aussi d'indépendance financière, puisqu'ils sont dépendants des donateurs dans leur circonscription, qui eux aussi ont des intérêts, un peu comme dans l'exemple électoral que je vous ai donné précédemment. Finalement, les députés manquent également d'indépendance politique, puisque même avec la meilleure volonté du monde, ils sont souvent soumis à leur ligne de parti. Et cette ligne de parti peut souvent s'avérer néfaste dans l'environnement partisan que je vous décris en ce moment. Je veux aussi qu'on parle de mon deuxième argument, qui est l'idée que le risque est très mal réparti. C'est-à-dire que les pipelines représentent un risque, oui. Un risque important, mais pour une minime partie du territoire canadien. Les pipelines ne mettent en danger qu'une petite bande de terre autour d'où il est construit. Mais on remet par contre la décision à l'ensemble du pays. C'est pourquoi nous voulons en fait que des experts représentant les intérêts des régions précises où le pipeline passe aient ce pouvoir plutôt que des députés provenant de l'ensemble du pays ou des fonctionnaires provenant de l'ensemble du pays. Les deux autres arguments qui seront présentés par la suite par mes collègues seront l'argument de l'expertise, puisque ces projets sont infiniment complexes d'un point de vue technique, scientifique et social, avec des tenants et aboutissants touchant toutes les sphères intellectuelles auxquelles nous font penser. Les députés ne sont pas nécessairement outillés pour prendre ces décisions complexes. Également, nous poursuivrons en donnant un argument touchant le bien-être des Premières Nations, ces groupes marginalisés, très peu représentés dans nos institutions démocratiques et qui doivent absolument avoir une voix dans les décisions finales touchant les projets d'infrastructures énergétiques. Aujourd'hui, le gouvernement se tient pour deux grands principes, la justice et l'expertise.
Écoutez bien durant notre débat les arguments que nous apporterons, qui étayeront ces deux grands principes et démontreront l'importance que nous leur accordons. Merci beaucoup, Monsieur le Président et cher public. Merci, Monsieur le Président. Donc, le Canada, on le sait, c'est le deuxième plus grand pays au monde. C'est un espace vaste, Monsieur le Président. Il y a énormément de ressources naturelles. Puis pour gérer tout ça, le Canada s'est déjà doté d'une instance, c'est l'Office national de l'énergie. Donc, l'Office national de l'énergie a déjà un rôle à jouer dans tout ce qu'on parle ici, dans tout ce que le gouvernement nous a présenté pour l'instant. Donc, aujourd'hui, évidemment, nous sommes contre la motion présentée par le gouvernement et nous allons le réfuter avec 4 arguments. D'abord, la perte de contrôle. Ensuite, la surcharge de travail. Nous allons discuter des Premières Nations. Puis finalement, nous allons discuter de l'intérêt des Canadiens dans tout ça. Je vais moi-même vous présenter les 3 premiers arguments. Mon collègue vous présentera le 4e argument. Puis je vais faire une critique de l'implantation, Monsieur le Président. Une partie manquante dans ce débat. Donc, d'abord, le premier argument, la perte de contrôle. Le gouvernement, en ce moment, soumet chaque projet de pipeline à l'Office national de l'énergie qui émet des recommandations. Par exemple, je vous donne 2 exemples concrets pour le projet de Trans Mountain. 157 recommandations ont été faites par l'Office national de l'énergie. Pour le projet Northern Gateway, 209 recommandations ont été faites par l'Office national de l'énergie. Après avoir reçu les recommandations de l'Office national de l'énergie, le gouvernement prend des décisions en fonction de celles-ci. Une fois ces décisions prises, on transfère ça dans les mains du Sénat, qui refait une vérification, qui approuve ou pas le projet finalement. Cette façon de faire, Monsieur le Président, on appelle ça de la gouvernance. On garde le contrôle tout en s'assurant une double vérification. Si on remet l'approbation à l'ONE, c'est comme si on demandait aux entreprises, c'est comme si on remettait dans les mains des entreprises, à leurs comptables, d'auditer eux-mêmes leurs propres états financiers. Ça n'a aucun sens. Ici, l'Office national de l'énergie émet des recommandations, en plus, approuverait les projets, il y a un conflit d'intérêts, puis en fait, les enjeux économiques sont trop grands dans ce projet, dans les projets de pipeline, pour ne pas avoir une vérification du gouvernement. Ensuite, la surcharge de travail. L'Office national de l'énergie, son rôle, en fait, c'est de chapeauter les projets de pipeline, de faire des recommandations sur ceux-ci. Il supervise aussi les 93 000 kilomètres de pipeline qui se promènent sur le territoire. Ils ont aussi un rôle de premier répondant en cas de fuite. Donc, c'est comme un peu les gardiens de l'environnement ici. Que la fuite soit mineure, majeure ou complètement catastrophique, c'est l'Office national de l'énergie qui intervient. Les entreprises ont 3 heures, Monsieur le Président, pour avertir l'Office national de l'énergie en cas de fuite. Qu'il soit petite, mineure, majeure ou catastrophique, c'est toujours l'Office national de l'énergie qui intervient. Dans ce cas-ci, ils ont énormément de responsabilités actuellement, n'ont pas les ressources nécessaires pour en prendre plus. Là, on leur donne des gros dossiers avec ça. Ça n'a aucun sens, Monsieur le Président. Ensuite, les Premières Nations. Tous les projets qui touchent les Premières Nations, qui passent près des réserves, doivent être... En fait, Monsieur le Président, le rôle du gouvernement dans tout ça, c'est de consulter les Premières Nations pour chacun des projets qui touchent les réserves, qui passent près des réserves, qui touchent les Autochtones, d'une quelconque façon. Parfois même, en fait, on engage des discussions avec les Premières Nations dans leur meilleur intérêt. On les implique dans ces décisions-là. Parfois, ces consultations-là, ces discussions-là, ça dépasse la simple consultation. Ils ont des besoins, ils ont des réalités. Le gouvernement doit être là pour les écouter. C'est son rôle dans tout ça. Ici, le projet du gouvernement de transférer l'approbation des projets de pipeline, en fait, ils ne mettent... Il n'y a rien, aucune mention qui donne un pouvoir de négociation avec les Premières Nations. De toute façon, même s'il y en avait un, ce n'est pas leur rôle. C'est dans la Constitution, c'est le rôle du gouvernement de consulter les Premières Nations dans tout ça. Mon collègue va vous présenter
le quatrième argument. Ici, je rappelle à Monsieur le Président que le gouvernement ne fait aucune implantation. Il manque ici la moitié du projet. On ne sait pas du tout où le gouvernement s'en va avec ça. On ne connaît aucun coût. On ne sait pas quand le projet sera implanté. On ne sait rien et on veut des précisions. On veut une implantation, Monsieur le Président, sinon, sans ça, le projet ne vaut absolument rien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je débuterai mon discours en présentant le troisième argument qui supporte notre motion et qui repose sur l'importance d'experts pour prendre ces décisions d'envergure. Puis, j'essaierai de m'attarder à contre-argumenter les arguments soulevés par l'opposition, tâche bien difficile considérant les contradictions qu'ils ont eux-mêmes apportées au sein de leur discours. Donc, en termes de troisième argument, nous pensons que l'Office national de l'énergie est la mieux placée en termes d'expertise pour prendre ces décisions d'envergure. L'Office national de l'énergie sont constitués d'experts savants, non seulement en énergie, mais en environnement et en droit des minorités telles que les Autochtones. Nous croyons que ces experts sont mieux informés, comme mon collègue l'a mentionné, que des politiciens élus pour prendre ces décisions. De cet argument en découle un autre. Pour des projets d'infrastructure aussi importants et qui s'étalent sur une période aussi à long terme, il nous faut des lois et des politiques consistantes. Présentement, nous avons vu dans les dernières années au Canada des changements de parti et des vols-face de politiciens qui s'opposaient à des pipelines pour finalement les approuver après avoir été élus. Keystone, Excel en sont des exemples. Ceux-ci ont non seulement impacté les entreprises qui étaient en charge de ces pipelines, telles Cambridge et TransCanada, mais ils ont aussi affecté plus que ces corporations. Elles ont affecté les employés, les communautés et les citoyens qui bénéficient ou qui sont à risque de ces décisions. Je vais sauter maintenant à la partie de contre-argument. Nos adversaires ont débuté en disant que ce serait une perte de contrôle d'un système de check and balance. Par contre, nos adversaires ont dit que l'Office national de l'énergie était déjà en charge de recommander et c'était à cet endroit exactement que reposait l'expertise pour prendre ces décisions. Ils ont parlé des 157 recommandations pour tel pipeline, des 207 recommandations pour tel pipeline. Nos adversaires ont dit ces gens sont les mieux placés parce qu'ils chapeautent, recommandent et supervisent ces pipelines. Mais vous êtes en train de me dire que malgré ces responsabilités, ces personnes qui sont les plus expertes dans le domaine ne devraient pas être ceux en charge d'approuver, mais plutôt le Sénat. Eh bien, Monsieur le Président, j'aimerais vous rappeler que la raison pour laquelle nous présentons cette motion est puisque le Sénat lui-même nous a recommandé de transférer les pouvoirs à l'Office national de l'énergie. Autrement dit, le Sénat, qui est juge d'experts, nous recommande de transférer dans les mains de ceux qui sont les plus à même d'être experts sur le domaine et spécialistes dans ceux-ci. En ce qui concerne les Premières Nations, qu'ils ont traité dans leur troisième argument, je vais laisser la chance à ma partenaire qui prendra la parole juste après moi de traiter ceux-ci. Donc, en gros, loin à nous l'idée de nous porter à la défense des pipelines. Ce que nous voulons, c'est une politique juste et éclairée. Et nous pensons que les experts et les spécialistes qui sont plus à même de porter ce genre de politique sont l'Office national de l'énergie. Et c'est pourquoi nous recommandons de transférer les pouvoirs présentement détenus par le Sénat à cet office indépendant de pression politique et surtout plus spécialiste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'aimerais tout d'abord commencer mon discours en revenant sur un des dires du Premier ministre, comme quoi que le gouvernement était constitué d'acteurs partisans. Monsieur le Président, est-ce que le partisanat n'est pas un des fondements de notre démocratie? À l'opposition, on croit que oui. Donc, je vais structurer mon discours en énumérant le quatrième argument, en expliquant le quatrième argument de l'opposition, puis en réfutant le premier argument du gouvernement. Donc, comme quatrième argument, l'intérêt des Canadiens. Le gouvernement, ici, comme projet de loi, vient donner tous les pouvoirs décisionnels à l'ONE. L'ONE qui, on le rappelle, et même le gouvernement l'a dit, est une institution où est-ce que les administrateurs sont nommés et ils ne sont pas élus.
puisque les administrateurs ne sont pas élus, on voit clairement ici qu'ils ne représentent pas les intérêts des Canadiens. Alors que le gouvernement, normalement, devrait, puisqu'il est élu, lui, devrait représenter vraiment les intérêts des Canadiens. On peut noter, en parlant d'intérêts des Canadiens, on peut noter qu'en Colombie-Britannique, 48 % de la population sont contre les projets de pipeline. Au Québec, ce taux monte à 75 %. En Alberta, par contre, le taux s'abaisse à 18 %. C'est des écarts qui sont faramineuses. Donc, et ce n'est pas à l'ONE de prendre en considération tous ces écarts-là et toutes les intérêts des Canadiens. Donc, le gouvernement veut tout simplement se laver les mains face aux grandes décisions de notre grande nation. Il veut fuir ses responsabilités. Puis, le gouvernement, il est temps que le gouvernement mette un pied à terre et assume les conséquences de ses décisions. Donc, pour ce qui est du premier argument du gouvernement, ils nous ont dit que l'indépendance, qu'il y avait une non-indépendance des députés. C'est justement ici ce qu'on vient contredire. Le gouvernement a un devoir de représentation. Il doit donc prendre en considération l'avis de ses électeurs, parce que sinon, à quoi bon être élu? Le gouvernement est élu, et c'est donc de notre devoir de prendre ces décisions. Donc, encore une fois, je le répète, le gouvernement veut tout simplement se laver les mains. Puis, je tiens aussi à rappeler qu'on n'a toujours pas d'implantation. On n'a aucune idée comment ce projet de loi-là va être appliqué. Puis, on n'a toujours pas les coûts. Combien ça va nous coûter? Combien ça va coûter aux Canadiens? Puis, qu'est-ce que les Canadiens vont y gagner? Parce qu'à l'opposition, c'est notre rôle de s'opposer à des projets qui ne mènent nulle part. Donc, pour toutes ces raisons, à l'opposition, on s'oppose à ce projet de loi. Merci, M. le Président. Thank you, Mr. Speaker. Now today, our first Prime Minister brought up 2 reasons why the current system is incorrect. My second speaker showed us why our proposal is better for the environment. I'm going to close the government's case by telling us exactly why this is better for the First Nations and Indigenous communities of Canada. Then I'm going to go on to a very thorough refutation of everything we heard on side opposition, and then rebuild my partner's arguments. And then particularly, and I want you to consider this, taking into this precision and the numbers and the timeline we've heard come out of side opposition, and tell you exactly why this argument holds no water whatsoever in the debate. Okay, so First Nations. We see that Indigenous communities operate outside of our political system. Politicians, therefore, have no accountability to this minority, and this is why they're almost never considered in the decision-making process of things like pipelines, even though they are disproportionately affected by these decisions. What we see is that our proposal will now have to take them into consideration. Moreover, they will have representation on the board, therefore coming to the best decision for everyone involved, the environment and the Indigenous communities. I'd really like to hear some refutation on that argument by side opposition coming up. Okay, so what did we hear from side opposition? They talked about how we're going to have double verification in their first point. I say no, this is not the case. Under the status quo, we do not have double verification. What we have is the government having a scapegoat for these kinds of recommendations. The government takes these recommendations from the National Energy Board, tells the citizens, yes, we made these studies, and then they go on to take whatever decision is best for their, their re-election potential in the future. We don't see them actually taking the kind of recommendations that the Energy Board gives them, even though they give about 300 of them. Then we saw side opposition tell us about there's too much work. I have 2 things to say to this. First, they have this work because they are experts. They know what's best. That's why they take care of things like leaks. Secondly, the government has more work than a National Energy Board. I think that's very obvious. Thirdly, they talked about precision in numbers. We say, no, we're not going to give you precise numbers. I'm sorry, side opposition. Because we are going to argue this debate based on a theoretical and ideological level, we think that if you cannot refute us on an ideological level, we are
are not willing to stoop to this kind of numerical and hard brick numbers. How much will this cost? I'm going to tell you that it's going to cost the amount that it needs to cost because we are willing to put the money and the investment in order to make the best decisions for the Indigenous communities and for the environment. We are willing to take that kind of burden. When will it be implemented? It will be implemented when it is best possible and as soon as possible because we need to make these decisions as best as possible. Now, what did we hear by my colleagues? They talked about the share of the risk and the share of the decision. Side opposition told us people need to have a say. It's a democracy. And we say, yes, it is a democracy. And people should have a say in a lot of decisions. But what we see is that this board will consider the say of the people, the businesses, the environment, the Indigenous community, and side opposition has to concede that an individual, an elected official, or a voter cannot consider all of the complex issues that go into a pipeline, and they cannot consider how disproportionately affected communities will be impacted by this. We see that ultimately our decision creates the best kind of democracy. They also talked about how experts, and that they say elected officials represent the people. What we see is that yes, but no. Sometimes elected officials need to have experts come in and tell them what's best. This is what creates the best kind of coherent democracy in order to create the best policies. My partner, Olivier, brought up how the central bank, the SEC, the CRTC all give the kind of recommendations and the decisions that the government must take because the elected officials are not necessarily experts on the issue. For all these reasons that my side has given, we are very proud to propose this bill. Thank you. Monsieur le Président, c'est totalement, perdu dans le débat que je me présente devant vous aujourd'hui. Que recherche aujourd'hui le gouvernement? Il nous propose un projet de loi qui dit « sans implantation ». Ça coûtera le montant que ça coûtera. Pour quelle raison? Jamais mentionné. Monsieur le Président, c'est un projet incomplet et ici, ils ont l'audace de dire « responsable », nous lui montrons totalement le dos. Non. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour, vous prouver que ce projet de loi ne doit absolument jamais être adopté ici. Alors, mon temps de parole sera divisé ainsi. Je vais commencer par réfuter les 3 derniers arguments de du gouvernement avant de revenir, sur nos arguments à nous qui sont réels, Monsieur le Président. Alors, on nous dit ici un risque mal réparti. On nous a mentionné de petites bandes de terre. Est-ce que je peux me permettre de rire, Monsieur le Président? Si on pollue, on va polluer rien qu'un peu. Non! On parle. Est-ce que le gouvernement sait qu'il circule actuellement à tous les jours sur le territoire canadien près de 4000, l'équivalent de 4000 camions-citernes de pétrole? On nous parle de projets, quelques projets, 4 immenses projets. Un projet même qui parle de partir de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'on parle encore de petites bandes de terre ici? Non, Monsieur le Président. On minimise totalement les risques liés à l'environnement et tous les risques liés au pétrole. Ensuite, on nous a parlé d'expertise. Je pense que le gouvernement ne semble pas comprendre qu'on prend en considération, le statu quo prend en considération les experts. Les experts sont déjà à notre service. Les experts nous donnent toutes les informations qu'on veut. Pourquoi le mettre uniquement dans leurs mains alors qu'on peut garder la décision? Nous qui avons été élus, nous, le gouvernement. En fait, le gouvernement nous a même apporté, qu'ils étaient vendus eux-mêmes. Attention, à quoi sert les ministères? À quoi sert la démocratie si ce n'est pas de faire ressortir les désirs des Canadiens? Non! Ici, on nous dit les experts sont meilleurs que nous. Allons nous asseoir en chambre, discutons. Non, c'est à nous de prendre les décisions, Monsieur le Président. C'est ridicule. Ensuite, oui, on nous disait même que quand on change de gouvernement, c'est le principe de la démocratie. Guerre en Afghanistan, virage vert. Toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui, tous les changements de gouvernement représentent le changement d'idéologie des Canadiens et Canadiennes. Et c'est ce à quoi la Chambre sert, Monsieur le Président. On nous a parlé des Premières Nations. Le gouvernement se décharge de ses responsabilités. En fait, il dit que les Premières Nations ne sont pas consultées.
Devrions-nous leur rappeler leurs tâches? Vous êtes le gouvernement. C'est à nous, la Chambre, et c'est à vous de consulter. Pourquoi, en fait, tout simplement donner le dossier à d'autres experts? Non. Et ces experts, soi-disant, très experts, nous donnent des recommandations. Nous devons garder le pouvoir de décision et le pouvoir de négociation avec les Autochtones, pas des experts en toutes sortes de sphères. Non. Nous, au gouvernement, on le dit, ça fait faire une perte de contrôle. Oui, on a des experts. Les experts doivent être à notre service. Nous, les Canadiens et Canadiennes ne doivent pas être au service des experts. On doit garder le contrôle. Ici, on le dit aussi, une surcharge de travail. C'est trop. C'est beaucoup. Ils sont experts, ils peuvent donner des recommandations, mais c'est à nous que revient la responsabilité. Mon collègue l'a mentionné. Les Canadiens, c'est dans notre intérêt. C'est notre responsabilité de représenter les Canadiens. Ensuite, les Premières Nations. Les Premières Nations doivent être consultées et c'est votre rôle. Alors, on pose encore des questions. Déjà, les experts sont déjà à notre service. Pourquoi, en fait, il y a un débat ici? Ils sont déjà à notre service. Est-ce qu'on connaît, non pas encore le pourquoi du projet de loi? C'est pas clair, Monsieur le Président. Tout le monde ici est mêlé. Et en fait, ils sont même contre les bases de la démocratie. Pourquoi veulent-ils faire cela? De quelle façon? Et fournissez-nous des montants, car vous devez fournir des preuves aux Canadiens. Merci, Monsieur le Président, et surtout d'abandonner ce projet de loi. Monsieur le Président, donc je commence ma conclusion avec un petit compte-rendu de ce qu'on a entendu, des propos contradictoires de la part de l'opposition. On nous parle d'abord d'une sorte de perte de contrôle. Et ce qu'on demande depuis le début du débat du côté du gouvernement, c'est de nous demander pourquoi les pipelines devraient être traités d'une façon différente que plusieurs autres industries qui sont justement réglementées par des organisations indépendantes. Des marchés très importants, comme par exemple la culture et la radiodiffusion avec le CRTC, comme par exemple nos marchés financiers et nos banques, avec la Banque centrale du Canada, qui est une organisation indépendante du gouvernement. On veut vraiment savoir pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas, l'opposition ne peut pas accepter que ce modèle fonctionne déjà, par exemple, pour le système bancaire canadien, qui est un modèle mondial, et pourquoi est-ce que depuis le début, on semble croire qu'on veut voler les Canadiens de leur pouvoir. On nous parle ensuite d'une surcharge de travail qu'on mêle aussi avec une imposition de très mauvaise foi, dois-je dire, sur le processus d'implémentation. Le processus d'implémentation, Monsieur le Président, est excessivement simple. On donne tout simplement la décision finale à l'Office national de l'énergie, avec des experts, comme on l'a mentionné très clairement dans mon introduction. Les coûts dont on parle seront réduits, puisque, comme l'a reconnu l'opposition tout au cours de ce débat, l'Office national de l'énergie est déjà plein d'experts et passe déjà son temps à analyser des projets de pipeline, répondre à des urgences. Il y aura donc des économies d'échelle et d'expertise pour tous ces problèmes et ces décisions qui sont en ce moment prises au cas par cas par des fonctionnaires fédéraux. On nous parle de Premières Nations. Encore une fois, le gouvernement a leur intérêt à cœur, puisqu'on veut remettre les décisions à des experts autochtones, à des communautés autochtones qui siégeront à l'Office national de l'énergie. Aujourd'hui, le gouvernement s'est tenu pour défendre deux principes auxquels nous croyons du fond de nos cœurs, la justice et l'expertise. Quand on parle de l'indépendance de l'Office national de l'énergie par rapport aux députés élus, nous voulons défendre les intérêts et la justice dans les communautés qui seront affectées par ces pipelines grâce à l'expertise des membres diversifiés des comités de l'Office national de l'énergie. Quand nous prenons pour acquis et nous croyons profondément dans le principe que ceux qui subissent les risques inhérents à la construction de pipelines devraient être ceux qui ont le pouvoir décisionnel, contrairement à ce que le dernier membre de l'opposition a dit, nous ne sous-estimons pas les risques des pipelines. Au contraire, nous reconnaissons ce risque énorme et c'est justement pourquoi nous croyons que la décision par rapport à ces risques doit être mise dans les mains des parties prenantes qui sont profondément affectées.
Quand on parle d'expertise, encore une fois, il va de soi que, comme dans plusieurs autres industries, ce sont les experts qui devraient avoir le mot final. Et quand on parle de Premières Nations, il est évident que la justice et l'expertise, ce sont à eux et non à tous les députés fédéraux qu'ils devraient revenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. En fait, je ne pensais pas me présenter aujourd'hui devant vous pour faire un cours de Chambre des communes 101. Le gouvernement a un rôle ici lorsqu'il nous présente un projet de loi. C'est de présenter pourquoi ce projet devra être fait et comment ce projet devra être fait. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose de créer, de prendre l'Office national de l'énergie, rajouter des experts économiques, puis en fait, faire leur job. L'Office national de l'énergie n'est pas un expert du Canada. L'Office national de l'énergie émet des recommandations et supervise les pipelines. C'est leur rôle en ce moment. Le gouvernement nous dit on va insérer dans l'ONE des experts qui vont évaluer les coûts, dans des experts financiers. On va ajouter des experts qui vont évaluer les besoins des Canadiens, les besoins des Autochtones, l'impact social. Ils vont évaluer aussi l'impact environnemental. Mais, Monsieur le Président, c'est leur rôle à eux. C'est ce qu'ils font déjà. Et ils ne veulent simplement pas en prendre la responsabilité, là. Ici, ils se lavent les mains complètement de leur rôle. Donc, en fait, je me questionne ici sur comment ils pensent que la démocratie va fonctionner après ça. Comment des élus qui vont nommer des gens sur un conseil indépendant, entre guillemets, ne sera pas partisane. Il y a aussi un problème ici, là. Ça ne fonctionne pas vraiment. Comme le gouvernement semble déjà mal comprendre comment l'Office national de l'énergie fonctionne, je vais lui faire quelques rappels. L'Office national de l'énergie est là pour émettre des recommandations, est là pour superviser. C'est le rôle du gouvernement, je le répète encore une fois, de prendre les décisions. C'est à eux que revient ce fardeau. Ils doivent évaluer en fonction des intérêts des Canadiens, de leur... Pardon, Monsieur le Président, là, je suis vraiment... Vous m'excuserez d'être un peu fâché, là, ça ne fait aucun sens ce que le gouvernement nous présente aujourd'hui. Nous, on vous a dit que nous étions contre cette proposition car il s'agirait d'une perte de contrôle. C'est ce qu'on appelle la gouvernance. Le gouvernement n'a pas réussi à démolir cet argument. L'argument tient toujours. Nous avons dit que ce sera une surcharge de travail, puis en plus, le gouvernement tente d'encore plus surcharger l'Office national de l'énergie. L'argument tient toujours la route. Les Premières Nations seront consultées. C'est ce qu'il nous dit, mais c'est déjà leur rôle de le faire. Ce n'est pas à l'Office national de l'énergie. L'argument tient toujours la route. Le gouvernement ne tiendra pas compte de l'intérêt des Canadiens dans ce projet de loi. Ils n'ont jamais réussi à démontrer que ce n'est pas le cas. L'argument tient encore toujours la route aujourd'hui. L'opposition s'y oppose. L'opposition, le projet de loi ne doit pas être accepté aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président.